Bonjour à tous, bienvenue sur cette émission Twitch, donc le Backpacker. Aujourd'hui, j'ai deux invités d'exception, comme d'habitude, j'ai envie de dire. On est ravis d'entamer, c'est le 8e épisode. Donc aujourd'hui, on aborde un épisode un peu plus technique, c'est-à-dire c'est sur la partie business. J'allais dire le commercial, mais pas que, business, market, on va parler d'orgas, on va parler plein de choses. Je rappelle un peu, donc le but de cette série, c'est aujourd'hui, vous le savez, WeVoo, WeShow, on recrute des product people et des tech, et on a l'intention de monter un startup studio. Donc c'est pour ça qu'on a lancé cette émission il y a bientôt 8 mois pour inviter des gens qui ont réussi dans le monde de la tech en général. Aujourd'hui, je suis ravi d'interviewer deux personnes. Henri, on se connaît déjà un petit peu. Salut Henri. Salut. Comment vas-tu? Hyper bien. Et également Jonathan. Alors, je sais pas si je peux faire la blague parce qu'on rigolait avant, bientôt cette boîte sera cotée, mais monsieur me fait penser à Largo Winch. Je l'imagine à la tête d'une boîte multimillionnaire, je l'imaginais venir en costard, beau gosse comme pas deux. Voilà, salut Anthony. Anthony, on parlait d'Anthony Bourbon juste avant, excuse-moi. Salut Jonathan, comment tu vas? Très bien, merci pour le petit aparté sur Largo Winch. Je crois que Largo Winch dans la BD il est blond quand même. Dans la BD il est blond, mais en fait monsieur Sisley n'était pas blond, donc voilà, et je pense qu'on te dit souvent que c'est un de tes sosies. Plus sérieusement, donc du coup aujourd'hui j'aimerais aborder dans cet épisode plein de choses. La base, avoir votre avis sur est-ce qu'aujourd'hui juste le téléphone, alors c'est marrant qu'on dise ça parce que Aircall tu nous présenteras ce que c'est, mais est-ce qu'aujourd'hui juste faire du commerce avec un téléphone et aller à un Excel, un LinkedIn, c'est encore possible? Est-ce que c'est la base ou est-ce que c'est mort? Tout ce qui est niveau organisation sales, on entend de plus en plus parler de tout ce qui va être RevOps, inclure le market, les sales, les customer success. Est-ce qu'il y a différents modes d'orga? Est-ce que chaque boîte a son orga? Tout ce qui va être sujet de knowledge et de formation continue des équipes, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'en tout cas dans la tech, c'est vraiment quelque chose qui est crucial. Tout ce qui est structuration des tools. Alors là, je pense que tu pourras nous en dire un mot, toi Jonathan, mais aujourd'hui, on pourrait, je parlais avec un de mes copains juste avant, Augustin, anciennement Wavy, que tu connais, qui disait, nous, on avait quasiment 180 outils qu'on a utilisés chez Wavy sous toute la durée. Bon, comment on fait pour se retrouver là-dedans? Et votre avis sur tout ce qui est gros hacking, création de contenu, où on voit qu'il y a quelques années, on était dans l'hyper-personnalisation des mails, etc. Tout le monde le fait. Comment on fait maintenant pour se démarquer? Avant ça, je vais vous laisser quand même vous présenter. Jonathan, on va démarrer par toi. Je t'ai un peu teasé, présenté, mais plus sérieusement, qu'est-ce que tu as créé avec Aircall? Bonjour à tous, ravi d'être là. On est donc Aircall, je m'appelle Jonathan Angelov, j'ai 35 ans, je vais avoir bientôt 36. Je suis le cofondateur d'Aircall. Aircall, en quelques mots, c'est une société qui fait de la téléphonie pour les entreprises dans le monde entier. On a des bureaux un peu partout, on fait plus de 85% de notre chiffre d'affaires hors France. On fait un peu plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires à date. Donc nous, c'est du récurrent évidemment. Et on a levé à date un peu plus de 230 millions de dollars. Ça fait 8 ans maintenant qu'on existe. Ça fait 8 ans qu'on travaille dur labeur pour satisfaire nos clients. Et donc la différence entre Aircall et la téléphonie classique d'entreprise que vous avez dû tous connaître à un moment, c'est qu'on permet aux entreprises, où qu'elles soient dans le monde, où qu'elles soient situées dans le monde, de créer leur centre d'appel via un logiciel qui est Aircall en quelques minutes, et surtout de l'intégrer à l'ensemble des outils métiers qu'un centre d'appel au sein d'une entreprise peut utiliser. Donc typiquement, ça va être l'outil CRM ou l'outil helpdesk d'une société. Pour le simplifier, parce que je sens que je rentre dans des techniques, c'est en gros, quand vous appelez un service client aujourd'hui, souvent on vous pose la même question, c'est quel est votre nom et votre prénom, ou est-ce que vous pouvez me donner votre numéro de client? En fait, avec Aircall, ça a dû vous arriver, parce que vous avez dû appeler sûrement un centre d'appel qui utilisait Aircall. Ils savent qui vous êtes, ils vous répondent par votre prénom, ils ont les informations des derniers appels que vous avez pu passer, etc. Donc ça, c'est côté service client, et côté commercial, c'est permettre aux commerciaux de passer plus d'appels et d'aller un petit peu plus vite tout en pouvant réécouter les appels, transcrire l'ensemble des appels et pouvoir faire des recherches au sein de tous les appels qu'une entreprise a pu faire.
Okay. Voilà en quelques mots. Ça, c'est canon. C'est un peu long, désolé, mais j'essaie de raccourcir, mais ça me prend du temps. Non, mais c'est très bien, on a 1 heure là pour discuter. Le mec a fait une démo en fait. Donc, pour les démos, on est là pour vendre. On est sur un sujet business. Non, ouais, super. Je vois que vous êtes une des premières boîtes aussi à être devenue Centaure. C'est un nouveau terme qu'on utilise. Ouais, alors on a communiqué dessus parce que moi j'ai été fan de cet article qui était sorti d'un VC américain. Qui parlait justement que l'ère de la licorne était finie. Bon, on était devenu licorne 1 an ou 1 an et demi avant. Et que l'ère de la licorne était finie, et moi je suis un peu d'accord avec ça, le fait que c'est bon, les levées de fonds et parler que des levées de fonds d'une société n'a pas grand intérêt. Et en fait, ce qui compte dans une société, c'est de créer de la valeur. Et créer de la valeur, ça veut dire gagner de l'argent à un moment, ou en tout cas faire du chiffre d'affaires. Et c'est vrai que la licorne ne prend pas en compte ce sujet-là. Et nous, chez Aircall, ça a toujours été notre objectif numéro 1, ça a été de créer de la valeur, de faire du revenu. Et donc, on a été fiers quand on a vu cet article qui parlait justement que maintenant, on allait laisser tomber un petit peu, ou mettre les licornes de côté, surtout avec la crise et avec ce qui se passe actuellement, et qu'on allait plutôt se focus sur un autre être imaginaire, mais qui était le Centaure, et qui était donc passer les 100 millions on rappelle d'ARR. pour les auditeurs, Centaure, c'est 100 millions d'ARR. Hein, c'est ça, c'est quand on passe les 100 millions d'ARR. À noter que je sais pas si Jonathan est dans le Next 40 ou je sais pas quoi, le seul CEO qui est aussi d'Irco. En fait, les grandes boîtes, les grandes belles boîtes sont rarement montées par des sales. Ouais. Et toi, tu t'affiches encore comme le directeur commercial de ta boîte. Ouais, c'est vrai, ouais, je suis le CSO de la boîte. Mais parce que en fait, c'est ma passion, quoi. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, il faut pas l'oublier. Il faut aimer ce qu'on fait. Et moi, je me suis toujours amusé là-dedans. Et 8 ans plus tard, je m'éclate encore. La preuve, je suis là, trop sur cool. un canapé. Ok. Avant de passer à Henri, alors là, pour le coup, en 30 secondes, qu'est-ce qui, selon toi, a fait le succès commercial d'Aircall à ses débuts? Je pense que un des gros succès qu'on a eu, c'est le produit. C'est le fait que on a eu de la chance, parce que finalement, quand on crée un produit, il y a toujours une part de chance, qui a été de dire, en fait, le produit qu'on a créé, il y avait un besoin évident pour ce produit, c'est-à-dire de pouvoir mettre en place sa téléphonie d'entreprise en quelques minutes, comme ça, voilà, peu importe où on est. Pas besoin de DSI, pas besoin de technique, rien. C'est un logiciel, pas besoin d'acheter du matériel, à pas savoir quel matériel acheter. Là, moi encore, récemment, je me suis pris la tête pour acheter du matos en perso, mais pour acheter du son, donc un amplificateur pour chez moi. Je m'en sortais pas, j'y comprends rien. C'est pas mon métier. En revanche, j'aime la bonne musique. Et ben, les gens qui veulent un bon téléphone pour eux, c'est pas des patrons de boîte, c'est des directeurs commerciaux, c'est des directeurs de service client. C'est pas des spécialistes de la téléphonie. Et donc, on a essayé de simplifier ça. Et en fait, le succès a été là, ça a été qu'on a vraiment simplifié ce qu'est la téléphonie d'entreprise à la rendre au niveau d'un WhatsApp. Comment vous êtes fait connaître le succès commercial de comment vous êtes fait connaître? C'est-à-dire vous avez mis votre produit et puis le truc s'est vendu automatiquement parce que le produit était bon, ou il y a quand même eu... Non, il y a eu de la labeur là. Il y a eu de la labeur. Ah ouais, il y a eu de la dure labeur même. Au début, ça a été vraiment de la outbound. J'en ai fait un petit peu, moi, mon cheval de bataille, et je me suis toujours amusé avec ça. Donc ça a été faire beaucoup de cold calling, beaucoup d'emailing, et je suis persuadé que dans tous les patrons de la tech en France, allez, prenons l'exemple peut-être du Next 120, ils ont déjà tous dû recevoir au moins un email de moi si leur boîte a plus de 8 ans. Parce que à un moment, j'ai bombardé et je me suis dit que il fallait se faire connaître. Et alors, j'avais pas spécialement les bonnes techniques au début, mais en tout cas, j'essayais d'avoir un gros outreach. Ça a un petit peu marché, mais c'est vraiment, j'insiste, c'était vraiment l'intérêt sur le produit et le côté un petit peu effet boule de neige d'un produit qui apporte de la valeur, malgré tous les problèmes qu'on a eu, parce que alors ça on peut y revenir après, mais on a eu tous les problèmes possibles et imaginables d'une startup qui veut créer un outil de téléphonie, donc c'est de la voix, c'est très compliqué, c'est de la voix que sur internet, c'est de l'app to network qui est très différent d'un WhatsApp qui est de l'app to app, ou d'un Zoom app to app. Encore une fois, nous on part d'internet, on va sur le cuivre et vice versa, donc c'est des complexités hyper qu'on n'avait pas vu au début et qui étaient très risquées, donc on a eu toutes les galères possibles imaginables. Mais au début c'était ça, c'était vraiment l'outbound, la chasse. Donc basique. Bon produit, basique, un téléphone, t'appelles les gens et ça fait boule de neige parce que t'as quelque chose de cool, quoi. Ouais, ça a plu, quoi. Ok, on détaillera ça. Ensuite, Henri, du coup, est-ce que tu peux te présenter? Je t'ai invité pour 2 casquettes aujourd'hui.
Yes, donc moi, effectivement, j'ai un peu eu de vie. Pendant une dizaine d'années, j'ai été directeur commercial dans les boîtes de la tech, donc j'ai vécu la même vie que Jonathan, avec moins de succès, mais j'ai vécu la même vie que Jonathan. Et il y a 4 ans, j'ai monté Avisio, qui est une boîte de conseil en RH, où on a plein d'activités. On est un one-stop shop talent pour les startups, donc on connaît très bien l'écosystème tech. Et on est chasseur de tête, formateur, assesseur et maintenant conseil RH part-time. On est 50 dans la boîte, on a désormais une boîte qui est très différente, on lève plus de fonds, on est rentable, on fait partie même désormais d'un groupe plus grand que nous qui s'appelle European Digital Group. Donc j'ai ces 2 casquettes-là, j'ai 35 ans, bientôt 36 pareil, j'ai 4 enfants et il y a 5 ans, j'ai en plus créé à mes heures perdues, qui sont pas nombreuses parce que tout ce que je viens de citer, un Slack de directeurs commerciaux de la tech, donc qui s'appelle Even Sales, dont tu as fait partie. J'ai fait partie, ouais. Et dans lequel effectivement ce petit groupe-là a fait émerger un certain nombre de tendances, a pas mal discuté autour de tous ces sujets-là, pour essayer d'améliorer la façon dont on fait du business dans la tech. Ok, trop cool. Et pareil, même question que du coup pour Jonathan. Qu'est-ce qui a fait que, alors là, du coup, toi, tu as une boîte plutôt orientée service. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que commercialement, tu as connu le succès que tu as aujourd'hui ? Eh ben, je me suis arrogé le succès des autres. En fait, le hack initial d'Avisio, ça a été de se faire connaître en allant faire une série d'interviews. Donc, on est allé voir 15 boîtes, Conto, Cheers, etc. Et systématiquement, j'ai interviewé le patron en disant comment tu recrutes chez toi. Sans citer Avisio, parce qu'à l'époque on n'avait ni produit, ni revenu, ni marque, ni quoi que ce soit. Okay. Il y avait juste un petit logo Avisio. Et ces gens-là ont partagé leur contenu ce contenu sur leur réseau et on s'est fait connaître comme ça par boule de neige. On est devenu... alors, il se trouve que, et c'est assez fondamental, on est sur 2 endroits très différents de la matrice de vente entre Aircall et Avisio. C'est très très différent, je t'explique juste après. Mais dès le début, on a fait le pari du content sales et du content marketing très fortement. Donc c'est des approches qui sont extrêmement différentes. Si tu veux schématiser, c'est une matrice que je prends très souvent. Tu peux mettre à peu près n'importe quel marché commercial sur une matrice à 2 côtés. Taille du marché et cyclicité du besoin. En gros, taille du marché, c'est combien tu as de leads et est-ce que tes leads s'auto-régénèrent si tu les perds. Et cyclicité du besoin, c'est à quelle fréquence ton interlocuteur, ton client ou ton prospect a besoin de ton produit. Si je prends les 2 extrêmes absolus, en haut à gauche, tu as le marché de l'immobilier B2C. Tu te dis qu'en immobilier B2C, toi, tu es un lead tous les 5 ans le jour où tu décides de déménager. Donc ça veut dire que ça ne sert à rien de t'appeler en outreach pendant 99% du temps. Ça ne sert à rien de t'appeler parce que tu n'es pas un lead. Et par ailleurs, si je te loupe, c'est pas grave parce que tu vas t'auto-régénérer. Dans 5 ans, tu vas reconsidérer ma proposition de valeur. À l'inverse, donc c'est un marché infini, très forte cyclicité. À l'inverse, tu as par exemple le marché de l'art. Les gens qui sont capables d'acheter une toile de maître hollandaise du 15e siècle, à Paris, il y en a 100. Et ils achèteront exactement pareil, la même toile au même prix, en janvier, en décembre ou dans 5 ans. Et donc, l'approche commerciale entre le marché de l'art et le marché de l'immobilier B2C, forcément, est très différente. Donc, soit tu as un marché où c'est la notoriété qui va faire la différence, d'où le succès, par exemple, de Stéphane Plaza, parce que Stéphane Plaza est sur M6 tous les jours. Donc, forcément, les gens, les prospects eux-mêmes vont se dire immobilier égale Stéphane Plaza. Donc, tu as besoin d'occuper l'espace et c'est aussi une des raisons pour laquelle la culture Aircall et d'Outreach est très fort, parce qu'il faut occuper l'espace pour que les gens pensent à toi tout le temps, quitte à les appeler tous les 3 mois, c'est pas grave, parce que quand ils vont changer de téléphonie d'entreprise, il faut qu'ils pensent à toi. Et à l'inverse, quand tu évolues dans le tout petit écosystème des startups françaises où tu as en gros 400 clients vraiment intéressants et 1200 clients potentiels, ben en fait, d'une part, tu as le droit de décevoir personne parce que la clientèle s'auto-régénère pas. Et donc forcément, tu as une approche qui est plus lente, un peu plus à l'ancienne, un peu plus partenariale. Donc c'est 2 approches de la vente qui sont structurellement très différentes. Ok, disons qu'avec vous, je pense que je vais devoir timer parce que sinon, on va finir à 15h. Mais ok, super intéressant. Alors, petite question, on en parlait avant. Est-ce que selon vous, aujourd'hui, parce qu'on a quand même une audience aujourd'hui de product people, de gens qui ont leur boîte, est-ce qu'aujourd'hui, le téléphone, alors pas la téléphonie d'entreprise qui est couplée à plein d'outils, mais est-ce que le téléphone, le LinkedIn et un Excel, c'est la base ou c'est un truc, c'est mort ? Moi, pour répondre un peu sur cette partie-là, je pense qu'il ne faut pas... Rien n'est mort. En fait, il y a juste des nouveaux outils.
Se dire qu'on va utiliser que du contenu aujourd'hui pour pour vendre son produit, c'est pas évident. Donc je pense qu'il faut juste utiliser le nouveau qui arrive pour améliorer l'existant. Oui, non, avoir son CRM dans Excel, non, je dis pas ça. Mais je dis, et je sais qu'aujourd'hui, surtout pour la nouvelle génération, c'est très compliqué. Moi, je vois mes commerciaux que je recrutais il y a 7 ans et mes commerciaux d'aujourd'hui. C'est vrai que le cold calling, c'est quelque chose, ça fait peur aux gens. Ils arrivent même pas à l'imaginer que ça puisse fonctionner. Et pourtant, vraiment, en fait, ça fonctionne vraiment. Mais ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas faire que ça. Il faut juste ouvrir son spectre et se dire, on va faire l'intégralité des cycles possibles et imaginables. Et je trouve que Henri, ce que tu disais était vachement intéressant, c'est de dire, il y a toujours un time to market. Ça veut dire que le prospect, et d'ailleurs je vais y revenir après, mais le prospect, lui aussi, il a une vie. Au même titre que le produit a une vie, au même titre qu'une entreprise qui se crée a une vie. Et en fait, souvent, l'erreur d'un entrepreneur du début, et j'en ai parce que j'ai investi dans pas mal de boîtes, et je vois les entrepreneurs qui se frustrent parce qu'ils n'arrivent pas à gagner un lead. J'ai une entrepreneur récemment dans laquelle j'ai investi qui voulait vendre à Aircall, elle n'a pas réussi à vendre à Aircall, elle était énervée contre moi. Mais vraiment, elle était énervée, et puis elle a dit non, mais mon produit. Et je dis, mais en fait, c'est pas grave de perdre. En fait, ça va revenir. Mais en revanche, il faut être capable d'aller au next step, de comprendre pourquoi tu as perdu et d'avancer. Et donc, en fait, pourquoi je prends un peu cette direction, c'est juste de dire il faut utiliser tous les outils possibles et imaginables. Et il faut se dire qu'un lead à un temps T qui dit non, c'est pas un lead qui dit non à jamais. Et donc, en utilisant bien tous les outils, en fait, vous avez ces informations et vous reviendrez le moment venu. Super intéressant, ouais. Ah bah, je suis pas du tout d'accord avec toi. Ah non, en fait, je suis d'accord avec toi avec une petite spécificité sur le séquençage. Maintenant qu'il y a tellement de ressources business facilement accessibles en ligne, des chaînes Twitch, des chaînes YouTube, etc. Globalement, la culture générale des entrepreneurs sur la question sales est vachement meilleure qu'il y a 5 ans ou 10 ans. Ça, c'est très positif. En revanche, je vois souvent, je fais quelques office hours dans des incubateurs, un peu de coaching d'entrepreneurs, etc. Je vois souvent des gars qui arrivent avec, mais vraiment, en tout cas, la velléité d'une machine de guerre extrêmement forte où ils disent, je dois faire du channel sales, de l'outbound, de l'inbound, du content, enfin, tu vois, la totale. Je veux la grosse machine, je veux tous les outils et qui ont dans leur tête un plan de guerre vraiment extrêmement compliqué. Et souvent, alors que c'est le début de leur boîte, moi j'ai plutôt tendance à leur dire tu finiras là-dedans, tu finiras là-bas avec une sales machine, mais commence par savoir faire bien un truc, un channel. Tu as trouvé ton sweet spot, c'est les agences immobilières, c'est, j'en sais rien, les notaires. Alors, les notaires, ils achètent bien ton produit et ils l'achètent au téléphone entre 14h et 17h. Et ben tu fais ça pendant 2 ans s'il faut, tu appelles entre 14h et 17h les notaires. Mais tu commences par la simplicité et tu finis par la complexité. L'inverse n'étant pas possible. Je suis 100% d'accord avec toi. Pour le coup, en effet, c'est ne pas multiplier, pas vouloir tout faire en même temps parce que c'est la meilleure manière de se planter. Vous redémarrez une boîte demain. Les personnes que vous recrutez, le premier 16 que tu vas recruter dans ton équipe, est-ce que tu vas lui demander, par exemple, pour revenir à l'histoire du téléphone, tu vas vendre au notaire entre 14h et 17h, est-ce qu'aujourd'hui, vous faites encore des call calls, vous demandez à vos sales de faire des call calls dans vos équipes, ou si demain tu remontes une boîte, tu vas lui dire il faut que tu saches faire ça? Alors, moi je vais rebondir sur l'histoire des call calls parce que j'en ai beaucoup parlé là. Attention, quand je dis call call, c'est très péjoratif du cycle de vie du lead parce qu'en fait, c'est pas du tout cold. On va pas sur LinkedIn ou whatever dans le bottin et on trouve un numéro et on appelle. Non, c'est pas du tout ça. Aujourd'hui, on pourrait l'appeler plutôt un warm call, donc plutôt la traduction serait pas chaude mais plutôt tiède, et de dire en fait, cette personne a eu directement ou indirectement un lien avec Aircall dans les dernières semaines, voire les derniers mois. Je dis n'importe quoi. Il s'est connecté à un Twitch, il s'est connecté à un webinar, il s'est connecté à notre blog et a téléchargé un livre blanc. Il a commenté un post LinkedIn. Enfin, voilà, il y a une interaction. On l'a vu à un event. On a eu, j'en sais rien, plein de trucs. Par exemple, il est client d'un de nos partenaires technologiques. Plein de choses qui fait qu'en fait, cette personne, directement ou indirectement, normalement, doit avoir Aircall dans sa tête en tant que nom. Et donc là, faire de l'appel. En revanche, l'appel sorti de nulle part,
et que j'en reçois tous les jours, où le mec il balance un monologue, je sais pas de quoi il parle, j'ai même pas compris le nom de la boîte, je sais même pas quel est le rapport avec moi. C'est-à-dire que moi régulièrement on m'appelle pour me vendre des développeurs. Je suis là mais en fait c'est pas possible, t'as pas du tout fait ton travail de commercial. Tu sais que par mon poste, on est dans une boîte, j'ai 900 salariés. Je gère pas le recrutement des développeurs. Et même mon CTO, je pense même pas que c'est la bonne personne. Tu vois ? Et en fait, là, ça me désole. Parce que le cold calling a une mauvaise réputation à cause de ça. Parce que beaucoup d'entreprises le font n'importe comment, où on dit juste à des jeunes commerciaux, tu appelles et en gros, tu la fermes, quoi. Et ça, c'est très mauvais. Ça, c'est les pires VP Sales ou directeurs commerciaux qui, eux, ne réfléchissent pas. Ils disent, il faut juste faire des appels, il faut faire 50 ou 100 appels par jour. Point. Ça, c'est bête. Il faut avoir vraiment une approche holistique en disant, utilisons tous les autres channels qu'on a pour créer du lead ou créer en tout cas de l'awareness pour pouvoir après lancer d'autres types de channels. Quoi. Et du coup, je fais un pont pour nos auditeurs. Du coup, peut-être que je dis pas que j'essaie. De quoi on parle parce que là, on est parti sur un truc là. J'espère que c'est plus pour que du coup nos auditeurs ils se disent ah ok tiens si demain j'ai une boîte à créer, peut-être ils peuvent reprendre un petit peu les arguments que tu as évoqués en mode créer du contenu un petit peu en avance de phase pour créer sa boîte et avant ça, histoire de pas arriver avec j'ai un produit. Ce que je t'ai cité, c'était un hack, c'est-à-dire occuper l'espace et faire parler de soi alors qu'on n'est rien. Bien sûr, mais comme disait Jonathan, du coup, si derrière tu as envie d'utiliser un petit peu des signaux faibles pour que ce soit pas des call calls en mode j'appelle la terre entière et j'appelle des gens qui ont eu un intérêt, bah toi t'aurais pu aller sur toutes les vidéos des CEO de Conto, etc. dire ah tiens, vous avez interagi. Il y a encore un autre truc qui me fait penser à ce que dit Jonathan, c'est on réfléchit souvent à la manière dont on vend, dont il faut vendre, et on réfléchit parfois pas assez à la manière dont le client a l'habitude d'acheter ou de se faire vendre à lui-même. Pareil, alors moi j'ai que 50 personnes, mais c'est encore mon numéro qui est sur notre Google My Business. Donc j'ai plein de gens qui m'appellent et donc je me retrouve beaucoup plus de l'autre côté du téléphone. Et je dois dire que je trouve quand même assez souvent malheureusement les appels mauvais pour plein de raisons. En revanche, quand j'en trouve un bien, vraiment, qui arrive à me dire de façon très simple, qui il est, qu'est-ce qu'il cherche et à qui il veut parler, il n'y a aucune raison que je ne sois pas aimable. Mais penser à la façon dont on a envie de se faire vendre, comment est-ce que les gens doivent me parler, de quoi ils doivent me parler, quels sont mes sujets, à quelle heure il faut m'appeler. Tout ça, c'est des choses en fait de bon sens. Tu vois, normalement, un CEO, tu ne peux pas l'appeler à 9h. La probabilité qu'à 9h, il ne soit pas dans une réunion est quasi nulle. En revanche, un CEO, tu peux te dire qu'à 14h05, assez régulièrement, il est disponible parce qu'il revient d'un déj. Tu peux essayer de deviner ou de jouer et ensuite, derrière, d'AB tester le moment où tu dois l'appeler. Et pour penser non pas tellement à tes stats, mais à ce que lui va apprécier et comment tu vas te le mettre dans la poche. Non, et puis même, tu le disais, c'est lui dire ce qu'il veut entendre. La plupart, vraiment, les appels, la plupart, c'est toujours la même chose. Il te débite un truc, il sait même pas qui t'es, j'ai une liste et j'envoie. La probabilité que ça fonctionne est vraiment zéro, quoi. Enfin, vraiment. et puis les seuls bons, pour le coup, je m'arrête et je les écoute. Parce que... Et moi, je les débauche. C'est bien fait. Là, j'essaye. Est-ce que tu cherches un nouveau boulot? Ouais. Et du coup, en fait, tout le travail de préparation de la vente est très important. Et le contenu, je peux que être d'accord avec toi parce que aujourd'hui, et il y a 8 ans c'était différent qu'il y a 4 ans, et aujourd'hui ça devient encore plus différent où le contenu devient clé. Être capable aujourd'hui d'être une entreprise qui propose un contenu intéressant, qui est capable de donner à des auditeurs ou à des potentiels acheteurs une information pertinente qui va leur permettre eux d'être meilleurs, on devient en fait une marque que les gens suivent et veulent suivre. Et ça, c'est très fort. Et ça, c'est très fort parce qu'en fait, les gens viennent pour votre produit, mais ils viennent aussi pour la valeur que vous êtes capable de leur apporter directement ou indirectement. Et Salesforce est vachement spécialisé là-dedans, de devenir vraiment la Bible des commerciaux. Le contenu en plus, que ce soit le contenu de formation type livre blanc, atelier, etc., ou le contenu un peu plus inspirationnel, un peu plus fun, un peu plus créatif. Tu parles de ce moment présent. Par exemple celui-là. Mets des boîtes, redistribue les cartes
et met des boîtes très différentes sur un pied d'égalité. Parce qu'aujourd'hui, avec en fait finalement assez peu de moyens, on est capable de sortir des contenus d'une qualité folle. Tu vois, c'est un peu ce sur quoi surfe PlayPlay, avec un PlayPlay et l'appareil photo de tes parents et un trépied à 20 balles et un micro à 60 balles. Tu es capable de sortir des contenus d'une qualité presque parfaite. Et donc de compete avec un peu d'intelligence, un peu de hack, un peu de vice, de compete avec des boîtes qui sont 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus grosses que toi. Donc ça redistribue les cartes, c'est hyper intéressant, ça permet à des créatifs de s'exprimer, et tu as plein de boîtes dans l'écosystème tech français qui ont été capables de faire des trucs franchement bluffants. Tu vois, Swile utilise très très bien le contenu pour se friter contre des boîtes qui sont 10 fois plus grosses qu'elle. Donc c'est une tendance de vente qui n'est plus du marketing, qui est de la vente, qui est hyper intéressante. Alors, du coup, on a mis le doigt sur un sujet que je voulais aborder, qui était la stratégie contenu pour lancer justement son business ou pour se faire connaître quand justement tu as... Alors, on a un petit souci de micro, j'ai le sentiment. Hop, parfait. On retourne à la caisse épars parce que je vous explique, du coup, Jonathan se sentait braqué comme il se sentait en prison et donc du coup il l'a changé, mais probablement que les auditeurs nous entendent moins Jonathan. Non, je parlais de la stratégie de contenu. Moi, j'ai l'impression qu'il y a 5 à 10 ans, et je pense que vous pourrez tous les deux dire, la tendance était à l'ultra-personnalisation des messages LinkedIn, avec peut-être un peu le début du marketing automation, où tu personnalisais vachement un message, et le client il le recevait en se disant « Wow, il m'a écrit un message juste pour moi ». J'ai l'impression que c'est devenu tellement la norme, on en reçoit tellement des messages comme ça, je pense sur vos LinkedIn, vos mails, etc., que du coup, j'ai l'impression que c'est ça qui a amené à faire du contenu. Est-ce que vous êtes en phase avec ça ? En fait, de façon globale, c'est comme à la chasse dans la savane, quand tu fais 100 fois le même piège, en fait la gazelle elle a compris. Donc il faut c'est une belle image. Il faut faire un nouveau piège, tu vois, il faut se réinventer un peu. Donc de fait, les templates, les M-list avec le mug, on les a vus un peu trop souvent. À une époque, ils ont cartonné. Je pense qu'il y a encore plein d'industries qui les ont pas encore vus, donc il faut les utiliser. Mais dans l'écosystème parisien de la tech, le template coucou, je vous ai fait un café. Moi, il me sort par les trous de nez. Enfin, ils ont le M-list, c'est un gadget super facile. Mais donc, ça ne marche plus. La gazelle, elle est plus surprise. Donc ça veut dire que tu te décales et tu vas chercher une autre technique de vente, une autre méthode de vente. Et c'est pareil avec le contenu, c'est effectivement plutôt la dernière tendance, le content sales, qui est porté par des boîtes comme Commedia qui cartonnent sur cette façon de faire. Harold, qu'on aura le mois prochain. Il aura des choses incroyables à raconter parce que lui, pour le coup, avec... pas grand chose et son couteau, il arrive à faire des trucs de dingue. Et des shit. Pas grand chose et son couteau. J'ai essayé de me sortir de cette phrase. Désolé Harold. Mais effectivement, il y a une prime à l'originalité à être le premier à dresser ce piège-là. Ok, donc on a un petit peu dérivé. Moi, ce que je voulais vous poser comme question, toi, tu as vécu pas mal de types d'organisations, je pense, Henri, entre Groupon, Mon Docteur, Hoist. Toi, c'est ta première boîte ? Ouais. Okay. Enfin, j'avais d'autres boîtes, mais moi, en tant qu'entrepreneur. Ok, dans les grandes lignes, alors je vous demande pas de me dire c'est quoi le modèle rêvé, parce que je pense qu'il n'y a pas de modèle rêvé et que chaque modèle doit s'adapter à ce que tu vends, si c'est du service, si c'est un SaaS, bon, il y a plein de modèles. Comment vous êtes organisé, vous, au sales, de manière globale, chez Aircall ? On a une structure qui est à la fois assez lourde, mais à la fois très spécialisée. C'est-à-dire qu'on a un funnel d'acquisition qui commence... Bon, évidemment, il y a les BDR, qui eux sont une équipe, nous j'appelle toujours BDR chasseurs, quoi, okay. Outbound, qui eux sont vraiment une équipe, ce que j'appelle technique. C'est-à-dire elle peut intervenir à n'importe quel moment du funnel. C'est-à-dire que quelqu'un qui se refroidit ou quelqu'un à qui on n'a pas parlé depuis 6 mois, mais qui avait ouvert une opportunité il y a 6 mois, un BDR peut reprendre. En fait, BDR est vraiment tactique, quoi. Okay. Et il intervient et il crée une opportunité. Il y a à l'entrée du funnel les SDR, donc ce qu'on appelle nous les SDR, qui vont qualifier, vont s'assurer que la personne a le bon besoin, de répondre aux questions basiques et de préparer peut-être un petit peu le terrain pour une démo que l'account executive va faire. Donc l'account executive lui est vraiment en charge de closer ensuite, donc il prend le lead et puis il le termine jusqu'au closing. Et s'il ne le close pas,
ça repart un moment, enfin ça va rester un peu chez la clientèle exécutive et ça va repartir un moment dans ce pool où les BDR peuvent revenir chasser. Donc vraiment, il y a vraiment un peu un cercle vertueux qui tourne dans l'équipe sales. Et ensuite, ça va à un onboarding, puis au customer success qui après gère l'account management. Mais tout ça ne fonctionne pas sans tous nos channels d'acquisition, sachant que nous, on a 3 channels d'acquisition principaux. 1, on en a parlé, c'est l'outbound. 2, le marketing classique, le contenu, l'inbound, le paid marketing, tout ça. Donc nous, on englobe dans un truc qui s'appelle le marketing, mais en fait, il y a 10 branches différentes dans le marketing. Et nous, notre 3e, qui est assez spécifique à notre métier, qui est ce qu'on appelle les partenariats, qui nous permettent de, en gros, avoir des revendeurs de solutions, des CRM qui nous mettent en avant, les sales de Salesforce, de HubSpot, d'Intercom, de Zoho, whatever, qui nous mettent en avant, qui disent ok, si vous utilisez Salesforce ou peu importe quel autre CRM du marché, eh bien vous devriez utiliser Aircall pour la partie téléphonie de votre entreprise. Et donc toutes ces personnes, toute cette équipe, donc le partenariat vraiment gère, nous aide à créer des opportunités au bon niveau pour qu'après ça avance dans le funnel. Okay. Voilà, en gros, et vous, votre marché, c'est un marché plutôt SMB? Ouais, ok. Ouais, on est très SMB. On se dirige vers les ETI, donc on a SMB ETI, et maintenant on essaye de prendre le pas vers les ETI à terme. Okay. Et donc plutôt aller vers des boîtes qui vont être entre 50 et 1000 salariés. Ok, parce que tu vois, on avait reçu Loïc Soubéran de Swile, qui lui est un marché très SMB, et puis ils essaient de se développer sur la partie, on va dire, grand compte. Et du coup, il avait vraiment 2 modèles d'orga. Le modèle que tu décrivais là, et il avait un modèle qui était plus aux alentours du consulting, un petit peu sales. Où du coup, il envoyait des gars pour tu vois, avoir une stratégie un petit peu plus ok, je vais parler à un grand patron, ça va être des cycles de vente super longs, mais c'est des gros deals, quoi. Nous, on ne vise pas encore ce qu'on appelle nous Fortune 500. C'est pas du tout notre marché, c'est vraiment l'enterprise, c'est un autre marché de la téléphonie, c'est très complexe, c'est beaucoup de personnalisation. Nous, on reste très SMB, quoi. Donc, dans SMB, il y a M, et donc le médium jusqu'à 1000, 2000 salariés, on est à l'aise. Okay. Ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, en termes de produits, et puis même, c'est pas du tout les mêmes attentes que ce marché-là, c'est l'enterprise, donc c'est le 10 000 et plus salariés. C'est pas vraiment notre cible aujourd'hui. À noter que la partie qu'évoque Jonathan sur le channel sales, donc la vente partenariale, c'est vraiment la partie où les Français sont les plus nazes. Nous qui sommes chasseurs de tête, on connaît très peu de très bons channel sales en France. Les très bons channel sales sont aux US, où le sell with, sell through est vachement développé. Et c'est vraiment la vente intermédiaire est un champ des possibles magnifique où les Français sont nuls et où on a beaucoup de choses à apprendre. Ok, quand tu dis intermédiaire, c'est tout ce qui est lié au partenariat. Les cabinets de conseil, les softwares, plein de choses. Okay. Toi, Henri, t'as organisé comment du coup côté Alors Visio ? nous, on a une approche du coup qui est très inbound et très partenariale. Donc on a 2 grands channels d'acquisition. Le premier, c'est l'inbound via nos contenus. On a beaucoup de touchpoints comme ça. Et le deuxième, c'est le channel partenarial où en dessous, on a 3 sous-channels. Le réseau d'experts qu'on anime. Donc on a aujourd'hui sur toute la place de Paris à peu près 750 top managers qui sont pour nous autant de petites têtes chercheuses qu'on rémunère pour avoir une information de qualité sur le marché, soit une information talent, soit une information client. Le deuxième, ce sont les véritables partenariats qu'on a avec des entreprises qui vendent de façon connexe à nous via notamment un software qui s'appelle Reveal, où on fait du partage de pipe avec d'autres organisations commerciales. Et donc, on a notamment des routines d'introduction croisée avec d'autres organisations commerciales. J'imagine, du coup, c'est avec des sociétés non concurrentes. Exactement. Où en fait, on se pose tous les mois, on se dit, écoute, tu me fais 3 intros, je te fais 3 intros. Okay, super qualifié. C'est quelque chose qui marche. C'est un carton. D'autant plus que sur une boîte de ma taille, mettons que tu es 5 partenaires de confiance à qui tu fais 3 intros, ils te font 3 intros, tu as déjà 15 intros, ça fait 15 leads très qualifiés dans le mois. Si tu as 10 partenaires, ça fait 2 fois plus. Enfin, tu vois, ça monte assez vite. Ah non, c'est clair. Moi, c'est un truc qu'on n'a jamais fait. Mais on est même au-delà du SQL. On est vraiment sur. Tu as un rendez-vous sûr parce que tu viens de quelqu'un. Je suis persuadé que si j'arrive par les fonds, j'arrive par un de tes collègues, un de tes copains d'école, etc., j'ai un rendez-vous. Je leur ai un rendez-vous parce que c'est de la confiance.
à condition de ne pas décevoir mon marché évidemment. Et le troisième, c'est effectivement plutôt les écosystèmes autour de l'entrepreneuriat français, donc les fonds, les incubateurs, etc., qui me sollicitent souvent sur des besoins qu'ils ont dans leur participation. Donc ça, c'est mes trois channels. Voilà pour mon organisation. Okay. Ce qui est pas mon organisation rêvée. Pour moi, l'organisation la plus fantasmée que j'ai, c'est vas-y. Ouais, celle qui m'a le plus fasciné, je crois que c'est Babylou, les crèches, où les gars ont un système B2C2B, où en fait, ils ont de la présence digitale. Donc, le jour où, je sais pas si tu as des enfants, mais le jour où un jour, peut-être le jour où peut-être un jour ta femme sera enceinte, la première chose que tu vas faire, c'est place en crèche autour de chez moi. Tu vas tomber sur les liens Babylou qui vont dire « Ah, j'ai une place en crèche pour toi, elle est disponible demain matin. » Donc tu appelles, et là le gars te dit « Bah super, mais c'est 5 000 €. 5 000 €, c'est un peu emmerdant, parce qu'en fait je les ai pas. Bah oui, mais sauf si tu vas convaincre ton DRH de le financer pour toi. Donc voilà le dossier, voilà les arguments, voilà le document, fais-moi une intro auprès de ton DRH. On s'est fait avoir comme ça. C'est incroyable. Et sachant qu'ensuite le DRH, il se fait convaincre de le donner à une personne, il est obligé de le donner à tous ses salariés. Et donc en fait, ils ont un système de rabatteurs B2C qui les font rentrer dans les boîtes. C'est de la magie. Je suis fasciné par ce modèle. Ok, intéressant. Ouais, c'est très beau. Un sujet, en préparant l'émission, j'ai un peu contacté pas mal de gens qui auraient pu être intéressés par l'émission. Et un sujet qui est revenu, et je ne m'attendais pas à ça, c'est les outils. Donc là, je pense que toi, tu vas pouvoir nous en parler. Enfin voilà, le but, c'est pas non plus de faire une pub pour Aircall, parce que je pense que vous avez pris une place sur le marché. Voilà, vous êtes devenu prépondérant. Comment, quand tu es à la tête de ton orga, soit sales ou soit à la tête de ta boîte, tu choisis cette stack? Parce que globalement, les quelques directeurs commerciaux que j'ai appelés Thibaut de Partout, j'ai appelé Augustin de Wavy, qui pour moi sont des mecs vraiment très intelligents sur la manière de concevoir une stratégie business. En gros, le truc qui revenait, c'était ouais, alors les outils, c'est génial, il en faut un peu ce que tu as dit. Par contre, attention, parce que le pire, c'est si tu mets trop d'outils. Voilà, les mecs ils communiquent par Slack quoi. Genre, c'est quoi les quelques outils clés que vous utilisez qui pour vous ont vraiment été life changing dans vos boîtes? Et il y avait une petite question que je me posais, c'est CRM, souvent c'est le premier truc un peu. T'es sur quoi toi? Salesforce, HubSpot, Pipedrive, voilà. Je suis vraiment pas trop outil. Au début d'Aircall, j'étais un peu outil, j'en mettais et j'étais là. Et après, au bout d'un moment, en fait, je me suis rendu compte que les gens commencent à croire que c'est l'outil qui va faire le succès d'une entreprise. Et ça, c'est faux. Il n'y a aucun outil qui va faire une entreprise successful. En revanche, on va dire la bonne gestion de quelques outils stratégiques au sein d'une entreprise va la rendre successful. Et donc, ne multipliez pas les outils, quoi. Ne multipliez pas la stack. Ne vous dites pas combien de fois j'ai des directeurs commerciaux qui sont venus me voir au sein d'Aircall, qui me disent sans cet outil, on peut rien faire, quoi. Mais je suis là, non, t'inquiète. Enfin, il y a des boîtes qui font 1 milliard de chiffre d'affaires qui n'ont pas cet outil, quoi. Et il y a des boîtes qui se sont créées il y a 20 ans qui faisaient 1 milliard de chiffre d'affaires sans aucun outil. Donc, en fait, tout est possible. C'est plutôt les people, quoi. Tout est une histoire de personnes et d'organisation. Donc, pour revenir un peu aux outils, les choses que je conseille, je ne vais pas donner de nom pour éviter un petit peu de froisser certains de mes partenaires. Mais en gros, il faut évidemment un CRM. Moi, les gros du marché, Aircall s'intègre avec, donc je peux les citer. Il va y avoir évidemment Salesforce, HubSpot, Zoho, Intercom, Pipedrive, évidemment, quand on est plus petit, c'est vachement bien, et puis c'est pas trop cher. Voilà, c'est un peu les gros, et puis il y en a pas mal d'autres. Il faut un outil de sales automation, ça c'est vraiment indispensable, donc un truc qui envoie les emails automatiques avec le nom, le prénom, les trucs personnalisés, donc pareil, il y en a pas mal. Alors, est-ce que tu as un sentiment que ça aujourd'hui, c'est encore quelque chose qui fonctionne réellement? En fait, j'ai l'impression que tout le monde c'est un le fait. must-have, il faut avoir un outil qui permet un petit peu d'optimiser, et je vais vous dire pourquoi. Moi, hier, là actuellement, j'ai des anciens d'Aircall qui sont en train de créer leur boîte, et je les aide à lever des fonds. Je suis advisor, je suis à leur board. Ouais, ça s'appelle Capsule, super boîte, gocapsule.io. Ils sont vraiment au début, et ils sont en train de faire justement un outil incroyable pour les commerciaux, et je pourrais vous revenir après sur le pourquoi du comment, parce qu'on l'a essayé au sein d'Aircall avant même que l'outil existe, c'est-à-dire ils l'ont fait sur Excel, et un mix sur Excel et sur Google Doc, et ça leur a fait exploser leur win rate à l'époque, et c'est pour ça que je leur ai dit de créer cette boîte. Bref, je les aide un petit peu à lever des fonds, et donc je devais envoyer un mail. J'ai ma liste de business angels où j'avais une centaine de gars à contacter, et je me suis rendu compte que j'avais quand même envie d'écrire hello, prénom,
Donc il vous faut un outil juste pour dire hello prénom et envoyer un mail et puis pouvoir relancer à peu près. Bien sûr. Et c'est vrai que moi j'ai plus accès à tous ces outils et donc j'étais là avec mon Gmail. Un petit folk personnel. Ouais, mais j'aurais pu, donc finalement j'ai fait hello virgule. et voilà. Et en fait j'ai eu vachement moins de retours parce que en fait j'ai même des copains qui m'ont écrit, ils m'ont dit c'est toi qui m'as écrit. Et j'ai envoyé ça à 170 personnes par mail en plus en mettant le truc dégueu sur BCC. Et donc les gens le voient en fait quand il y a un BCC. Et donc en fait c'était nul quoi. Et je me suis dit mais en fait je suis obligé d'avoir un mini outil pour faire ça, ne serait-ce que pour que ça paraisse pro. Donc évidemment outil de sales automation, un outil knowledge, style les Mojo, c'est des choses que vous utilisez. Oui alors ouais bien sûr tout ce qui est un petit peu Gong, Mojo. Chorus, Enco, j'aime bien citer tous parce que c'est tous des partenaires donc j'essaie de faire attention. Ouais, c'est important. Après, attention, quoi. Il faut l'avoir à un moment où on est quand même avancé, quoi. La boîte où il y a 3 sales, le directeur commercial qui se dit j'ai besoin de ça, non. Enfin, c'est qu'il a juste pas compris du tout ce qui était son métier, quoi. Ça, c'est vraiment quand t'es at scale, où tu commences à avoir de la taille, et puis oui, il te faut pouvoir réécouter, etc., quoi. Mais faut pas s'inonder d'outils. Donc ça, pour moi, on va dire, c'est les outils un petit peu importants côté commercial, quoi. Signature, ouais, même pas, honnêtement. Enfin, ça va, tu mets ta signature sur Gmail, quoi. Non, de signature électronique. Un YouSign, un machin. Ça dépend, tout dépend de ton marché, mais oui, c'est pratique. Après, je sais pas si, si on peut le mettre dans la stack commerciale, mais avoir un outil. Tu vois, un GetAccept qui fait de la relance intelligente, du SMS, du machin, c'est bien foutu. Tout dépend de ce que tu vends. Nous, Aircall, les DocuSign, on a commencé à le faire à partir de. On faisait 40 ou 50 millions de chiffres d'affaires, quoi. Ah ouais. Bah oui, parce qu'avant, en fait, les gens vont sur le site internet et ils upgradent, quoi. Non, mais ils upgradent et ils signent. Enfin, comme je dis, attention à la multiplication des outils. D'ailleurs, c'est ce qui peut tuer une boîte, c'est d'avoir 50 000 outils, quoi. Et puis à la fin, ça coûte un bras. Et ça coûte très cher. Et puis s'en sortir, c'est impossible parce que les gens vont dire ah ouais, mais moi ça m'aide. Il y a un truc, c'est un raisonnement qui consiste à dire l'outil est pas une fin, l'outil est un moyen. Donc l'outil, tu le choisis pour faire quelque chose, mais c'est pas tu choisis un outil et donc tu fais quelque chose. Ça, c'est hyper important. Et ce que tu dis est très vrai. L'enjeu, c'est le people. Et notamment, on ne peut pas avoir cette conversation sans parler du métier de Sales Ops, qui est, je crois, le métier central de la vente moderne, qui doit être donc le lien entre la technique et la vente. Le directeur commercial, souvent, est quand même pas très bon en sales operation, il n'est pas très bon en outils. D'ailleurs, toi-même, tu sais plus envoyer un public postage. Mais donc, tu as un directeur commercial qui va faire la stratégie commerciale, le coaching, la formation, et tu as un sales ops qui va faire les outils, le reporting, le lead attribution, etc. Le sales ops, c'est un métier qui est mal connu. Tout le monde doit avoir un sales ops. À partir de 3, 4, 5 sales, tu dois avoir un sales ops, quitte à le prendre en part-time. C'est une boîte qu'on est en train de lancer chez Avisio, donc je fais un peu d'autopub aussi. Tu prends un sales ops 1 ou 2 jours par semaine qui t'administre tes outils, ton CRM, ton reporting. C'est la base parce que sinon tu te retrouves avec des gens qui prennent trop de temps à faire un métier sur lequel ils sont mauvais. Moi, le CRM, à une époque, j'ai été bras droit de manager, j'étais un tueur sur Salesforce. Aujourd'hui, tu me mets sur Salesforce, je sais plus faire un rapport, je suis devenu une quiche. Donc j'ai besoin d'aide et ce métier s'appelle Sales Ops. Et je crois qu'on peut pas être efficace at scale sans un sales ops. Ouais, alors attention, hein, pareil, pas trop tôt, tu dis 3-4 personnes, moi ça me fait peur. 3-4 personnes. Tu t'en prends un pour un jour par semaine. J'en ai passé des heures sur Salesforce, mon dieu. Alors, c'était à partir de 20h, c'était tous les soirs. Je pense que de toute façon, chaque directeur commercial qui commence à se mettre un CRM un peu costaud, faire une migration, etc., il y a un moment, tu te poses toujours la question, tu te dis, est-ce que j'ai pas créé une usine à gaz, quoi. Il y a un moment, après, si tu veux scaler, c'est sûr que c'est un passage obligé. Ouais. C'est intéressant ce que tu disais sur tout ce qui était Sales Ops. La question que je voulais poser, c'est aujourd'hui, tu vois, tout ce qui est... alors, j'ai fait une lettre hier à tous mes salariés, je parlais de gros hackers, gros managers, que j'appelais aussi boulanger-magicien, tu vois, genre pour te dire à quel point on en attend, mais plein de choses dans cette fonction. Comment tu distingues réellement le Sales Ops du gros hacker qui va te permettre d'avoir énormément de petits hacks et tu vois, c'est le RevOps, il va te faire ta stratégie. Alors, ça n'a rien à voir. Il bosse avec un gros manager ? Ça n'a rien à voir. Je préfère largement pour grosse... en fait, il y a un autre nom que gros hacker, c'est technical marketer. Ok. En gros, c'est le missing link entre le marketing et les sales. Et c'est celui qui va déclencher des initiatives qui, la plupart du temps, sont d'ordre marketing, au sens go-to-market. Et ça va être un peu l'électron libre de l'organisation qui va pouvoir se permettre de tenter des choses. Mais le principe
du technical marketer, c'est qu'il va utiliser les outils, la technique pour le marketing. Mais il fait partie de la team revenu. Okay. Le Sales Ops, lui, il est l'huile dans les rouages de la team revenu. C'est pas du tout un contributeur individuel, enfin si c'est un contributeur individuel, mais en revanche il fait marcher les autres ensemble et il est la courroie de distribution. Le gros hacker est un channel, ou le technical marketer est un channel d'acquisition, le Sales Ops est la courroie de transmission qui s'assure que dans les pipes, donc dans les tuyaux, en traduction littérale, il n'y a pas de fuite dans les tuyaux. Okay. En gros, moi j'aime bien simplifier en disant un directeur commercial, c'est pas un gars qui fait de la config de logiciel. Il est là pour vendre. Et donc, tout ce qu'on peut lui enlever à un directeur commercial, qui le défocus de son équipe et de la vente, notamment mettre en place un CRM, mettre en place des outils, traquer la data, faire des Excel, ce que j'ai fait moi, mais parce que voilà quoi, je m'amusais un peu, mais c'est vrai qu'à un moment ça devenait lourd. Et ça change la vie d'avoir quelqu'un, surtout qui met 3 fois moins de temps que toi et dont c'est un seul métier. C'est toujours un peu la chose dans la tech où il faut s'assurer, pour que ça fonctionne bien une boîte, il faut vraiment diviser les rôles, quoi. C'est le Fordisme, c'est ce que je disais souvent, quoi. C'est le sales Fordisme. C'est vraiment chacun son rôle, mais chacun devient le meilleur dans son rôle et vraiment un master dans son rôle, quoi. Et Sales Ops, c'est nouveau comme job, hein. Ça a moins de 10 ans. Et en France, ça a moins de 5 ans. C'est encore une nouvelle division du travail. Okay. J'en parlais parce que tu vois, moi quand il y a 5 ans on a commencé à vouloir créer Weevoo, etc. Avant j'étais dans une boîte de service, voilà, c'était en mode téléphone, là c'était le directeur commercial que tu décrivais, c'est en mode tu prends des calls, quoi, voilà. Ouais. Donc moi quand je suis arrivé, et puis Henri m'a fait rentrer dans le Slack Event Sales, waouh, j'ai pris une claque où j'ai découvert, tu vois, tous ces acronymes, BDR, AE, etc. Tu vois, pour moi, c'était TT Sales, quoi, tu vois, genre. Et c'est vrai que encore maintenant, je trouve, il y a énormément de directeurs, de founders ou de directeurs commerciaux qui se posent encore énormément de questions. Et je sais que, alors là, je fais de la pub pour un média qui s'appelle Follow Tribe, que moi j'utilise pas mal. Je vois Henri Kiakes qui décrit, je crois que c'est le gars de Sunday qui a écrit un article sur la roadmap pour justement faire toute sa stratégie Sales Ops avec plein de schémas différents, etc., qui permettent de mieux comprendre, parce que là on en parle comme ça en mode small talk, mais c'est un sujet qui est éminemment compliqué. Ok. Là, on arrive vers la fin un petit peu du live. Demain, il y a quelqu'un qui vous dit « Ok, je monte une boîte, on va mettre en place une équipe commerciale. » Si vous avez un conseil à lui donner, qu'est-ce que c'est ? Là, je prends l'exemple d'un PM chez nous qui monte une boîte. Il a un petit produit qui commence à marcher. Il commence à avoir son MVP. Voilà, ça démarre. C'est quoi le conseil ? Là, c'est dur. Tu lâches pas la vente avant la série C. Non, ouais, en tant que founder, ouais, tu vends. Depuis le début, tu vois la phrase je vais recruter un sales et ça va vendre. Ouais, non, juste, mais tire-toi une balle, ça marche pas. Tu dois vendre peut-être jusqu'à. Toi, tu continues à vendre ou pas ? T'as arrêté quand ? Ta dernière vente, quoi. Bah là, mais encore récemment, il y a 6 mois, non, il y a 3 mois, j'ai intervenu sur un gros deal. Et d'ailleurs, c'est un des plus gros deals d'Aircall. Mais moi, j'aime bien rester proche du terrain. Je suis quelqu'un qui reste assez proche du terrain parce que ça m'amuse. Et pour moi, les sales, c'est le poumon d'une entreprise. Donc, je peux que répéter un peu ce que tu dis, mais je vais essayer de trouver autre chose. Mais si tu sais pas vendre ton produit, t'es pas entrepreneur, quoi. Enfin, c'est dur, quoi. Ça va être dur parce que tu vas déléguer très tôt une partie qui est très importante. Et un fondateur, au début de son métier, c'est 2 choses. C'est créer le produit et vendre le produit. Voilà, quoi. C'est un peu le boulanger, quoi, qui crée son pain et vend son pain. Les produits qui se sont vendus tout seuls, il y a Slack, tu vois. Mais franchement, il y en a peu, bien sûr. Et la culture, enfin la vente est une culture de vente, et la culture de la vente est indispensable pour la boîte, et ça passe par le patron. Un escalier, ça se balaye par le haut, donc le patron doit être un très bon vendeur. Ok. Et donc moi, alors à la limite, je rebondis un peu sur ce que j'avais dit tout à l'heure, mais c'est d'avoir au début surtout, on a toujours l'impression qu'il y a le deal qui va faire la boîte. C'est faux. Il n'y a pas de deal qui vont faire ta boîte, qui vont faire que ta boîte réussisse, etc. C'est faux. Donc
Chaque deal, tu dois le traiter comme un deal. Comme si tu faisais déjà 10, 20, 100 millions de chiffre d'affaires et que tu dis, c'est pas grave, je le perds et j'avance sur autre chose. Mais le délire des entrepreneurs, et récemment, je le vois dans tous mes portfolios BA, perdre un deal, pour eux, c'est la fin du monde. Et puis, ils remettent en cause toute leur roadmap, tout le projet, tout ça. Et ça, il faut surtout pas. Il faut avoir une idée et stick to the idea, quoi. Et donc, ne pas perdre du temps. Ok, c'est pas le moment pour vous pour acheter. Et pas créer une mauvaise relation. Moi, je vous dis, j'ai eu ce cas où carrément, elle a été tellement frustrée, la personne, à ne pas réussir à vendre à Aircall, qu'elle a créé une mauvaise image de sa boîte en interne chez moi, auprès de l'acheteur chez moi, qui était en charge de cette chose-là. Et j'ai essayé de lui dire, mais ce n'est pas grave. Ne pas réussir à vendre, c'est pas grave. Des boîtes, il y en a des milliers. Donc si tu t'arrêtes et tu es déjà en train de te mettre dans l'idée que ça va pas, là, il a pas compris, l'acheteur n'a pas compris. On s'en fout qu'il ait compris ou il ait pas compris, c'est pas le moment, point. Il t'a pas choisi, move on, quoi. Et je tire même ce que tu dis là, je vois pas mal, moi, enfin, on est pareil, on soit tous des gars qui te vendent quelque chose, au moment où tu leur dis non, fini, coupure. Moi, je sais que c'est un truc, c'est important pour moi et je un facteur clé, c'est de garder une très bonne relation avec ces gens. Pas de soucis, on se recontacte, être fair play, quoi. Être fair play. Surtout quand nous-mêmes, on a le fair play de répondre à un mail automatique. Non, désolé, c'est pas le moment, bonne journée, tu vois. Tu réponds à tous les mails automatiques ? Je dirais pas tous, parce que quelqu'un en commentaire viendra me dire « Ah, moi, t'as pas répondu », mais je m'applique à essayer d'en faire un max. En revanche, j'ai perdu contact sur LinkedIn. LinkedIn, j'ai trop de contacts. Mais sur ma boîte mail, je suis plus organisé que ça et j'essaie de répondre à un max, parfois avec des templates. Mais tu vois, j'ai pris les 10-12 secondes pour te répondre. Il y a deux façons de mal finir. Soit répondre en disant t'es qu'un con. En gros, ah oui. Non, mais t'as pas compris. Se débattre, insister, ça c'est relou. Ou ne pas répondre. Ne pas répondre à la réponse. Juste dire ok, bien reçu, peut-être une autre fois, bonne journée. Tu vois. C'est pas compliqué. C'est vraiment important, ça. C'est très très important. Et d'ailleurs, Henri, je suis en train de me demander si à l'époque, quand tu étais chez mon docteur, je t'ai pas un peu harcelé. Mais c'est possible. Est-ce que j'ai été aimable? Il faut que je regarde. Je vais regarder tout à l'heure sur mon mail. Mais je suis persuadé. Mais c'est sûr, maintenant. Et vu le nombre de boîtes où j'ai travaillé, j'étais peut-être aussi harcelé dans d'autres situations. Donc, à mon avis, dans ta boîte mail, il y a marqué Henri de Langerie plusieurs fois. Mais c'est sûr. Je vais checker tout à l'heure, mais c'est sûr. Ok. Virgule. Les amis, merci beaucoup pour cet épisode du Backpack sur le point business. Franchement, même moi, là, il y a des choses où je me suis dit, putain, ça me conforte dans des positions. Donc, je pense que nos auditeurs ont dû se dire. Putain, c'est cool, j'ai appris plein de choses. Comme d'hab, la Minute RH, vous avez quand même 2 super boîtes, vous recrutez, je pense, à tour de bras. Je vais vous laisser 30 secondes chacun pour pitcher un poste que vous recherchez actuellement. C'est bon, vas-y, Jonathan. Écoutez, nous, on recrute presque 200 personnes l'année prochaine, donc il y en a beaucoup, mais un des jobs sur lesquels aujourd'hui on bosse beaucoup, c'est évidemment tout ce qui est product management. On est une équipe tech de près de 300 personnes dans le monde actuellement et notre produit continue à évoluer. On est en train de créer des nouveaux produits au sein d'Aircall, donc des nouvelles choses qu'on va pouvoir vendre, donc des directeurs de produits, des personnes très expérimentées sur le produit auront une super place chez nous, une place très stratégique parce qu'il y a comme je disais, ces nouveaux produits, donc des nouvelles BU à vendre et ça sera à la fois des chefs de produits, mais aussi à la fois des petits entrepreneurs au sein d'Aircall. Ok, top. T'oublies tout ce que je t'ai dit sur les gens que je recrute, où je te disais que c'était les meilleurs, ils étaient adorables, ils travaillaient super bien. Voilà, ils vont pas faire le boulot chez toi. Vas-y, Henri. Moi, les produits. Moi, je suis chasseur de tête, donc je recrute sur tous les métiers pour des boîtes chambées. On a un peu plus de 600 clients chez Avisio. Donc si vous voulez changer de boulot, vous venez chez moi, quoi qu'il arrive, vous m'envoyez un mail. henri@avisio.fr. Et plus spécifiquement chez Avisio, on recrute notre premier RAF. On vient de passer la barre des 50 personnes. Donc Steph, notre Office and Finance Manager, va se dédoubler pour avoir en plus un RAF. Ok. Eh ben écoutez, merci les gars pour votre présence. On peut vous contacter ou pas? Vous avez un endroit sur lequel... Ouais, moi plutôt mail henri@avisio.fr. Ok. Et toi, Jonathan? Plutôt LinkedIn, parce que mon mail est filtré, donc... Ton mail est filtré.
Ouais, je suis obligé. Ok. Je reçois, je sais pas, j'essaie de m'en débecter, mais je reçois peut-être 200 mails par jour. Donc, Ok, ouais. vaut mieux mon LinkedIn, c'est encore moi qui l'administre, même si j'ai quelqu'un d'autre aussi qui l'administre. Mais, Ok, oui, bah d'ailleurs, moi je t'ai contacté par LinkedIn, on n'avait pas de gens qui. Enfin, j'ai pas utilisé mon réseau pour te contacter, t'as répondu. Ouais, direct, je réponds quand c'est pertinent, je réponds. Merci à tous nos auditeurs. En tout cas, on était ravis, j'espère. Alors, on l'a pas su parce qu'on nous a laissé dans les conditions du live, mais apparemment, il y a eu un petit problème de son, je m'en excuse. Le mois prochain, pour le 9e épisode du Backpack, on a la chance de recevoir 2 personnes d'exception. On a parlé d'Harold, je dévoile pas tout de suite le deuxième invité. C'est sur la partie marketing digital. Donc là, on va switcher, on va se déplacer un petit peu le curseur business, on va aller le déplacer sur tout ce qui est marketing, SEO, SEA. Et c'est pour ça que je tease pas. On recevra quand même, allez, je le dis, le patron d'Eskimos, qui est quand même, voilà, alors c'est quelqu'un, j'ai vraiment hâte de le rencontrer. Aujourd'hui, quand on tape sa boîte ou la recherche SEO, j'ai vu un post là récemment, je sais pas si vous l'avez vu. C'est un très bon copain, moi je l'adore. C'est un très bon copain à toi ? Très très bon. Ok. Donc voilà, donc on se voit le mois prochain. On retrouve aussi sur la chaîne After Produit, l'After Produit, et c'est mon ami Marcel qui viendra animer ça. C'est dans 2 semaines. Et je vous dis à bientôt. Salut les amis. Ciao.